Elle était vierge à 25 ans et tout le monde s'en moquait. Mais ses cris dans la chambre d'amis ont figé la maison. Le millionnaire a fait irruption dans la pièce et est resté figé en la voyant. Cette nuit-là, il est tombé amoureux comme jamais auparavant. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Mathilde. Le roi ajusta sa robe fleurie tout en observant son reflet dans le miroir des toilettes, pour femme du Centre culturel de la Banque de France, au cœur de Paris. À 25 ans, elle possédait une beauté délicate qui attirait les regards partout où elle passait. Diplômée en histoire de l'art à la Sorbonne, elle travaillait comme assistante conservatrice au musée, où son talent pour organiser des expositions qui connectèrent le public avec l'art français avait déjà attiré l'attention de ses supérieurs. Elle respira profondément, essayant de se calmer avant de retourner à la soirée d'inauguration de la nouvelle exposition qu'elle avait aidé à monter. Son téléphone vibra. C'était encore un message de Delphine, sa meilleure amie depuis l'époque universitaire. « Alors, tu as rencontré quelqu'un d'intéressant à la soirée ? Profite, c'est ton jour de chance aujourd'hui. » Mathilde se mordit la lèvre, sentant cette pression familière dans sa poitrine. Comment expliquer une fois de plus qu'elle n'était pas là pour rencontrer quelqu'un, que son travail était sa priorité, que tout le monde n'avait pas besoin de suivre le même scénario de vie? La vérité qu'elle gardait comme un précieux secret était simple mais complexe dans ses implications. Mathilde, à 25 ans, était encore vierge. Un choix personnel qui, dans les cercles sociaux parisiens, semblait aussi anachronique que d'utiliser une machine à écrire à l'ère des smartphones. « Je travaille. »« Delphes. On en parle plus tard, » répondit-elle sèchement, rangeant son téléphone. En sortant des toilettes, l'atmosphère sophistiquée du centre culturel l'enveloppa à nouveau. L'élite parisienne circulait entre les œuvres d'art contemporain, coupe de champagne à la main, conversation mélangeant culture, politique et potin. Mathilde se déplaçait avec une élégance étudiée parmi les invités, expliquant les détails des œuvres exposées, se sentant en sécurité uniquement lorsqu'elle parlait d'art. Mathilde venait rencontrer M. Henri Deschamps. La voix de son chef, Dr Pierre Saunier, directeur du centre culturel, l'appela. Elle s'approcha du petit groupe formé autour d'un homme grand, aux épaules larges et à la présence marquante. Vêtu d'un costume impeccablement coupé, Henri Deschamps exhalait le type de confiance que seul l'argent et le pouvoir peuvent procurer. À 37 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus accomplis du pays, ayant bâti un empire dans le secteur technologique après avoir créé une application de services financiers qui avait révolutionné le marché français. Voici Mathilde Leroy, notre assistante conservatrice. C'est elle qui a conçu le concept central de cette exposition, présenta Dr Saunier avec une évidente fierté. C'est un plaisir de vous rencontrer, Mathilde. La voix d'Henri était grave et mélodieuse, ses yeux brun foncé l'étudiant, avec un intérêt sincère. Votre approche sur l'influence autochtone dans l'art contemporain français est fascinante. Mathilde sentit ses joues s'échauffer. Merci, monsieur Deschamps. C'est gratifiant de voir que le message de l'exposition est bien compris. Je vous en prie, appelez-moi Henri. Il sourit, révélant des dents parfaitement alignées. Je suis votre travail depuis l'exposition sur le modernisme français l'année dernière. Sa surprise dut être évidente, car Henri ajouta « L'art est ma passion secrète. Peu de gens le savent, mais j'ai une petite collection dans mon appartement. » La conversation s'écoula avec une facilité surprenante. Contrairement aux autres hommes puissants que Mathilde avait rencontrés, Henri semblait véritablement intéressé par ses opinions, posant des questions perspicaces sur les œuvres et écoutant attentivement ses réponses. Il n'y avait pas ce ton condescendant qu'elle détestait tant, ni de tentative de l'impressionner avec des histoires de réussite ou des insinuations sur son patrimoine. Le temps passa rapidement et bientôt, d'autres invités réclamèrent l'attention d'Henri. Avant de s'éloigner, il dit « J'aimerais beaucoup continuer notre conversation à une autre occasion, Mathilde. Serait-ce possible ?» Prise par surprise, elle hocha simplement la tête, recevant en échange une carte avec son numéro personnel. « J'attendrai votre contact. » Quand Henri s'éloigna, Mathilde sentit les regards envieux de plusieurs femmes présentes. Certaines d'entre elles, elle le savait bien, avaient tenté sans succès d'attirer l'attention de l'entrepreneur au cours de la soirée. Plus tard, dans le taxi en direction de son petit appartement à Montparnasse,
Mathilde ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre. Quelque chose dans la présence d'Henri l'intriguait. Ce n'était pas seulement son statut ou son apparence, mais une certaine mélancolie qu'elle avait perçue dans ses yeux quand les autres ne faisaient pas attention. Chez elle, elle jeta son sac sur le canapé et alla directement dans la salle de bain. Pendant que la baignoire se remplissait, ses pensées revinrent au message de Delphine. Depuis l'adolescence, Mathilde sentait le poids des attentes sociales sur ses épaules. Alors que ses amis partageaient des histoires sur leurs premières expériences sexuelles, elle restait silencieuse, incapable d'expliquer pourquoi elle attendait quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce n'était pas pour des raisons religieuses ou de conservatisme familial. Sa mère, Marguerite, était une femme moderne qui lui avait toujours donné la liberté de prendre ses propres décisions. C'était quelque chose de plus profond, une conviction intime que ce moment devrait être spécial, avec quelqu'un qui la comprendrait vraiment, qui verrait au-delà de la façade qu'elle présentait au monde. Plongeant dans l'eau tiède, Mathilde laissa échapper quelques larmes. La solitude pesait parfois comme une pierre sur sa poitrine. Ce n'était pas seulement la virginité en soi, mais tout ce qui venait avec. La sensation d'être différente, inadéquate, décalée dans une société qui célébrait l'expérience, sexuelle comme un trophée à conquérir le plus tôt possible. Son téléphone sonna dans le salon, interrompant ses pensées. C'était Delphine à nouveau. « Matt, tu ne vas pas le croire. Je viens de voir sur les réseaux sociaux que tu parlais, avec Henri Deschamps. Comment as-tu pu ne pas me le dire? C'est l'un des célibataires les plus convoités de Paris. » Mathilde soupira. C'était juste une conversation sur l'art, Delphes. Il s'intéressait à l'exposition. Mais bien sûr, intérêt pour l'exposition. La voix de Delphine débordait, de malice. Le gars pourrait avoir n'importe quelle femme de Paris et il a passé tout ce temps à parler juste avec toi. Ce n'est pas une coïncidence. Ne commence pas, s'il te plaît. Mathilde ferma les yeux, fatiguée. C'était une rencontre professionnelle. C'est ça le problème, Matt. Tu transformes tout en professionnel. Il est temps de vivre un peu, 25 ans et tu traites encore les hommes comme s'ils étaient radioactifs. Le commentaire atteignit Mathilde comme une gifle. Ses amis ne connaissaient pas sa situation, mais elle plaisantait constamment sur sa réticence à s'impliquer avec quelqu'un. Certaines spéculaient même qu'elle pourrait être lesbienne et cacher sa sexualité. Je dois raccrocher, Delphes. Je suis fatiguée. Sans attendre de réponse, elle termina l'appel. De retour dans la baignoire, Mathilde laissa l'eau emporter la tension accumulée. Demain serait un autre jour. Un jour de plus de sourires polis, d'explications évasives, de se sentir comme une anomalie dans un monde où tout le monde semblait suivre un scénario invisible dont elle n'avait pas reçu de copie. La carte d'Henri. Deschamps reposait sur la table du salon comme une question sans réponse. Pendant un moment, Mathilde s'autorisa à imaginer comment ce serait d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un. Pas seulement physique, mais émotionnelle, intellectuelle. Quelqu'un qui la verrait complètement, avec ses contradictions et ses peurs, et qui la désirerait malgré tout. Secouant la tête pour chasser ses pensées, elle sortit de la baignoire. Il valait mieux ne pas nourrir d'espoir. Des hommes comme Henri Deschamps ne s'intéressaient pas vraiment à des femmes comme elle. Le monde réel ne fonctionnait pas comme dans les films romantiques qu'elle adorait secrètement regarder. Une semaine passa depuis l'inauguration de l'exposition. Mathilde restait occupée avec les visites guidées et les conférences pour les étudiants. Mais la carte d'Henri Deschamps restait intacte sur sa table de chevet. Chaque matin, en se réveillant, ses yeux se posaient sur le petit rectangle de papier à en-tête, et chaque matin, elle décidait qu'elle n'appellerait pas. Ce vendredi-là, le centre culturel était particulièrement agité. Un important gala de bienfaisance aurait lieu le soir, réunissant entrepreneurs, politiciens et célébrités pour collecter des fonds pour des projets éducatifs dans les quartiers défavorisés. En tant que membre de l'équipe organisatrice, Mathilde serait présente non seulement comme employée, mais comme invitée. « Mathilde, j'ai besoin que vous soyez responsable de la salle d'exposition principale pendant l'événement, » dit Dr. Saunier, tandis qu'il revoyait les derniers détails. « Beaucoup des invités ne sont jamais venus ici auparavant, et nous voulons les impressionner pour qu'ils continuent à soutenir nos projets. »« Bien sûr, Dr. Saunier. Je serai ravie de présenter les œuvres, » répondit-elle, imaginant déjà la longue soirée qui l'attendait,
expliquant des concepts artistiques à des personnes qui seraient probablement plus intéressées par le réseautage que par l'art. À 7 heures du soir, le centre culturel commença à recevoir les invités. Mathilde avait choisi une longue robe bleu marine, élégante et discrète, avec un délicat collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon bas, quelques mèches encadrant son visage aux traits délicats. La salle principale, où étaient exposées les œuvres les plus significatives de la collection, se remplit rapidement d'invités. Mathilde circulait parmi eux, expliquant le contexte historique des pièces, répondant aux questions et observant, avec un mélange de fascination et d'inconfort, comment l'élite française se comportait dans cet environnement. C'est alors qu'elle le vit. Henri Deschamps entra dans la salle vêtu d'un smoking impeccable qui soulignait sa silhouette athlétique. Contrairement à la plupart des personnes présentes, qui semblaient plus intéressées à être vues qu'à voir, il marchait lentement, s'arrêtant pour observer chaque œuvre avec une attention sincère. Mathilde sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il se tenait légèrement à l'écart des groupes qui se formaient, qui suggérait une solitude similaire à la sienne. Pendant un moment, elle resta paralysée, ne sachant pas si elle devait l'aborder ou attendre qu'il la remarque. La décision fut prise par lui. Leurs regards se croisèrent à travers la salle et un sourire lent se forma sur les lèvres d'Henri. Il marcha vers elle d'un pas décidé, ignorant ceux qui essayaient d'attirer son attention en chemin. « Mathilde, dit-il en s'approchant, j'espérais vous rencontrer ce soir. »« Monsieur Deschamps, répondit-elle, essayant de maintenir une attitude professionnelle, c'est un plaisir de vous revoir. Henri, s'il vous plaît, insista-t-il avec une lueur amusée dans le regard. Et j'avoue que j'ai été déçu quand vous ne m'avez pas appelé. Mathilde sentit le rouge lui monter au visage. Je vous présente mes excuses. La semaine a été assez intense avec l'exposition. Il n'y a pas besoin d'excuses, répondit-il, son ton doux. En fait, je crois que c'était mieux ainsi. Le destin nous a réunis à nouveau et maintenant je peux vous inviter personnellement à dîner un de ces jours. Avant que Mathilde ne puisse répondre, ils furent interrompus par un homme d'âge moyen qui s'approcha avec effusion. « Henri, mon garçon, quel plaisir de te voir ici. » L'homme donna de petites tapes dans le dos d'Henri avec une familiarité excessive. « Nous devons parler de ce projet à Lyon. J'ai quelques investisseurs intéressés. » Henri maintint son sourire, mais Mathilde perçut un subtil changement dans ses yeux, un voile de désintérêt qui couvrit l'éclat précédent. « Richard, bonsoir. Je suis au milieu d'une conversation maintenant, mais nous pourrons parler plus tard si cela ne vous dérange pas. » Richard regarda Mathilde comme s'il venait juste de remarquer sa présence. Ses yeux l'évaluèrent rapidement, un sourire condescendant se formant sur ses lèvres. « Ah, bien sûr, bien sûr. Je ne savais pas que tu étais occupé. » Le ton insinuant fit Mathilde se recroqueviller intérieurement. « Plus tard alors, n'oublie pas de me chercher. » Quand Richard s'éloigna, Henri se tourna vers elle avec un regard d'excuse. « Pardonnez l'interruption et le manque de politesse. »« J'y suis habitué, » répondit Mathilde, essayant de paraître insouciante. « Cela fait partie du travail. »« Cela ne devrait pas être ainsi, » dit-il, la voix portant une intensité inattendue. Des gens comme Richard voient le monde comme un grand jeu d'échecs, où tous sont des pièces à manipuler pour leur bénéfice. Quelque chose dans sa façon de parler, comme s'il partageait un secret, fit que Mathilde se sentit étrangement connectée à lui. Pendant un moment, le brouhaha de la fête disparut, et c'était comme s'ils étaient seuls dans cette salle pleine de monde. Alors, à propos de ce dîner, continua Henri, son sourire revenant, qu'en dites-vous? Je promets une conversation beaucoup plus intéressante que n'importe laquelle que vous auriez ici ce soir. Mathilde hésita. Toutes ses défenses, construites au fil des années de déception et d'insécurité, lui criaient de refuser. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité cachée sous la confiance apparente, qui l'intriguait. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle finalement, se surprenant elle-même. Le sourire d'Henri s'élargit, illuminant son visage d'une manière qui le fit paraître plus jeune, presque innocent. « Excellent. Que diriez-vous de demain soir? Je connais un endroit à Montmartre, loin de l'agitation de la ville. La vue est spectaculaire et la nourriture est encore meilleure. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent à nouveau interrompus
cette fois par une femme éblouissante dans une robe rouge qui couvrait à peine le nécessaire. Elle s'approcha d'Henri par derrière, plaçant une main possessive sur son bras. « Henri, chéri, je t'ai enfin trouvé. Je te cherchais toute la soirée. » Mathilde observa comment son expression changea instantanément, le masque social revenant couvrir toute émotion authentique. « Camille, je ne savais pas que tu serais là ce soir. »« Comment pourrais-je manquer l'occasion de te voir ?» ronronna Camille, lançant un regard évaluateur à Mathilde. « Tu ne vas pas nous présenter ?» Qu'Henri s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Mathilde Leroy, assistante conservatrice du centre culturel. Mathilde, voici Camille Vasseur, une amie. » L'hésitation avant le mot « amie » ne passa inaperçue pour aucune des deux femmes. Camille sourit avec une fausse douceur. « Enchantée, dit-elle, tendant la main avec des ongles parfaitement manucurés. Henri a toujours eu un intérêt particulier pour l'art. » Le double sens était évident, et Mathilde sentit son estomac se nouer. Bien sûr qu'un homme comme Henri aurait des femmes comme Camille dans sa vie, belles, sophistiquées, expérimentées. Le genre de femme qui saurait exactement comment lui plaire, qui ne porterait pas le poids des insécurités et de l'inexpérience. « Le plaisir est mien, » répondit Mathilde, gardant sa contenance. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier les autres invités. » Avant qu'Henri ne puisse protester, elle s'éloigna rapidement, se perdant dans la foule. Son cœur battait la chamade, pas tant à cause de la présence de Camille, mais à cause de sa propre réaction. Pourquoi s'en souciait-elle? Elle connaissait à peine Henri Deschamps. Elle ne lui devait rien et lui non plus. Pendant l'heure suivante, Mathilde évita délibérément la partie de la salle où se trouvait Henri. Elle se concentra sur son travail, souriant poliment aux invités, répondant aux questions sur les œuvres exposées, faisant semblant que le bref moment de connexion n'avait pas eu lieu. Mais ses yeux traîtres continuaient à le chercher dans la foule. Elle le vit quand il parla avec un groupe d'entrepreneurs, quand il rit de quelque chose, que le maire lui dit, quand il accepta une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Et elle remarqua avec un pincement de satisfaction qu'elle ne voulait pas admettre, que Camille était maintenant divertie par un autre homme de l'autre côté de la salle. À mesure que la soirée avançait, Mathilde commença à sentir la fatigue s'accumuler. Son dos lui faisait mal d'être resté debout si longtemps et le bruit constant des conversations et des rires commençait à lui donner mal à la tête. Elle décida de faire une pause, se dirigeant vers une petite salle adjacente qui servait d'espace de repos pour l'équipe du musée. La salle était vide, éclairée seulement par la lumière qui venait du couloir. Mathilde s'assit dans un fauteuil, dans le coin, ferma les yeux et s'autorisa un moment de vulnérabilité. Une larme unique coula sur son visage, emportant avec elle toute la frustration et la confusion qu'elle ressentait. « Vous allez bien ?» La voix grave la fit sursauter. Henri était debout à la porte, l'expression préoccupée. Mathilde essuya rapidement la larme, embarrassée d'avoir été surprise dans un moment si intime. « Je vais très bien », mentit-elle, forçant un sourire. « Juste fatiguée. » Henri entra dans la salle, fermant la porte derrière lui. Le geste qui, dans d'autres circonstances, aurait pu sembler menaçant, fut fait avec une telle délicatesse que Mathilde ne ressentit pas de peur, seulement une étrange sensation d'attente. « Vous m'avez fui, » dit-il, s'asseyant dans le fauteuil à côté d'elle. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une constatation. « Je n'ai pas fui, » protesta faiblement Mathilde. « J'ai des responsabilités ce soir. »« Et pour demain soir, avons-nous toujours un dîner prévu ?» Mathilde hésita. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« À cause de Camille ?» demanda-t-il direct. « Ce n'est pas mon affaire avec qui vous entretenez des relations. »« Je n'entretiens pas de relations avec Camille, » répondit Henri, son ton ferme. « Nous avons eu une brève liaison il y a quelques années, et elle apparaît occasionnellement lors d'événements comme celui-ci, faisant semblant qu'il existe encore quelque chose entre nous. » Mathilde ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait le croire, une autre partie l'avertissait d'être prudente. Des hommes comme Henri Deschamps étaient des maîtres pour dire ce que les femmes voulaient entendre. « Puis-je être sincère ? Avec vous, Mathilde, continua-t-il se penchant légèrement en avant, il y a quelque chose en vous qui m'intrigue, une authenticité qui est rare dans ces cercles. Quand nous avons parlé d'art la semaine dernière, c'était la première conversation authentique que j'ai eue depuis des mois, peut-être des années. Ces paroles touchèrent à quelque chose de profond en elle,
un désir de connexion que Mathilde essayait de nier même à elle-même. « Vous ne me connaissez pas », dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Comment pouvez-vous parler d'authenticité chez quelqu'un que vous avez à peine rencontré 2 fois ?» Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres. d'Henry. Certaines personnes, vous les connaissez en 5 minutes, d'autres vous ne les connaissez pas même en 50 ans. Il fit une pause, ses yeux fixés sur les siens. C'est une question de reconnaissance, Mathilde. Je reconnais en vous quelque chose qui existe aussi en moi. Et qu'est-ce que ce serait? Demanda-t-elle sincèrement curieuse. La solitude, répondit Henry simplement. Pas la solitude d'être seul, mais celle d'être entouré de gens, et pourtant de se sentir étranger. Les mots frappèrent Mathilde comme la foudre. C'était exactement ainsi qu'elle se sentait. Une étrangère dans un monde où tout le monde semblait connaître les règles d'un jeu qu'elle n'avait jamais appris à jouer. Avant qu'elle ne puisse élaborer une réponse, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Dr Saunier entra, s'arrêtant surpris en les voyant assis si proches. « Ah, pardonnez l'interruption », dit-il, avec un sourire entendu qui fit rougir Mathilde. « Mathilde, quelques journalistes posent des questions sur l'exposition. Pourriez-vous… » « Bien sûr, Dr Saunier, j'y vais. » Elle se leva rapidement, ajustant sa robe avec des mains légèrement tremblantes. Elle se tourna vers Henry. « Excusez-moi. » Il acquiesça, une expression indéchiffrable sur son visage. Quand Mathilde arriva à la porte, sa voix l'arrêta. « Alors, demain à 8 heures, je peux envoyer une voiture vous chercher. » Sous le regard curieux du docteur Saunier, Mathilde hésita seulement une seconde avant de répondre. « 8 heures, c'est parfait. Mais pas besoin d'envoyer une voiture. Je peux vous retrouver au restaurant. »« Je préfère venir vous chercher, » insista Henry gentiment. « Si cela ne vous dérange pas. » Avec un léger signe d'accord, Mathilde sortit de la salle, sentant le regard des 2 hommes dans son dos. Dr Saunier la suivit dans le couloir, une expression amusée sur son visage. « Henry Deschamps, hein ?» commenta-t-il tandis qu'il retournait à la salle principale. Il n'a pas l'habitude de prêter attention à beaucoup de gens lors de ces événements. Vous avez dû l'impressionner. C'était juste une conversation sur l'art, répondit Mathilde, répétant la même excuse qu'elle avait donnée à Delphine. Mais cette fois, même elle ne croyait pas à ses propres paroles. Le reste de la soirée passa dans un flou de visages, conversations et coupes de champagne refusées. Mathilde remplit ses obligations mécaniquement, son esprit fixé sur le rendez-vous du lendemain. Elle vit Henry quelques fois de plus au cours de la fête, toujours entouré de personnes qui cherchaient son attention, mais leurs regards se croisaient occasionnellement à travers la salle, comme s'ils partageaient un secret. Quand elle arriva enfin chez elle, épuisée et émotionnellement vidée, Mathilde tomba sur le lit sans même enlever son maquillage. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut une question persistante. Que voulait vraiment un homme comme Henry Deschamps avec elle? Le lendemain matin, elle fut réveillée par le son insistant de la sonnette. Encore engourdie de sommeil, elle se traîna jusqu'à la porte, trouvant Delphine de l'autre côté, portant un sac de pain et un sourire enthousiaste. « Bonjour, belle au bois dormant. J'ai apporté le petit déjeuner et je suis venue exiger tous les détails juteux sur hier soir. » Mathilde gémit, laissant son amie entrer. « Il n'y a pas de détails juteux, Delph. C'était juste un événement de travail. »« Ça n'est pas ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. » chantonna Delphine, prenant son téléphone. « Regarde ça. » Elle montra l'écran à Mathilde, qui vit une photo d'elle conversant avec Henry à l'exposition. La légende disait « Henry Deschamps, milliardaire entrepreneur, semble avoir trouvé un nouvel intérêt au-delà des affaires. Qui est la mystérieuse brune qui a capturé l'attention du célibataire le plus convoité de Paris ?» Mathilde sentit le sang quitter son visage. « Ce n'est pas possible, d'où vient ça ?» Page de potin. Elle a déjà des milliers de likes. Delphine semblait plus excitée qu'inquiète. « Matt, tu sors avec Henry Deschamps et tu ne m'as rien dit. »« Je ne sors pas avec lui, » protesta Mathilde, prenant le téléphone pour mieux examiner la photo. « C'est ridicule, nous parlions simplement de l'exposition. » Delphine haussa un sourcil, sceptique. « Et c'est pour ça qu'il te regarde. » Comme s'il voulait te dévorer sur place. Mathilde regarda à nouveau l'image. En effet, il y avait quelque chose d'intense dans le regard d'Henry, quelque chose qui allait au-delà d'un simple intérêt professionnel. Elle sentit une chaleur monter de son cou jusqu'à ses joues. « Ça ne signifie rien », murmura-t-elle, rendant le téléphone.
Et même si c'était le cas, ça ne marcherait pas. Pourquoi pas? Demanda Delphine, la suivant jusqu'à la cuisine où Mathilde commença à préparer du café. Parce que nous sommes de mondes complètement différents. Mathilde mesura le café avec soin, évitant le regard de son ami. Il est Henri, Deschamps, milliardaire, playboy. Il a probablement été avec des centaines de femmes. Et je suis... Elle s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Était-elle sur le point de révéler son secret le mieux gardé? Tu es quoi? Insista Delphine, s'asseyant sur le comptoir de la cuisine. Belle, intelligente, talentueuse? Parce que tu es tout ça, Matt. Mathilde sourit faiblement. Merci, mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est que... Elle hésita, cherchant les mots justes. Je n'ai pas d'expérience avec des hommes. Comme lui, je ne saurais pas comment agir, quoi dire. Ce n'était pas toute la vérité, mais c'en était une partie. Personne ne naît en sachant, Matt. Delphine prit sa main, la serrant doucement. Mais si tu ne prends jamais de risques, tu ne découvriras jamais. Le reste de la journée passa dans un mélange d'anxiété et d'anticipation. Delphine l'aida à choisir une robe, un modèle, simple mais élégant de couleur bordeaux, qui mettait en valeur sa peau claire et ses yeux vert brun. Elle l'aida aussi avec le maquillage et les cheveux, qu'elles décidèrent de laisser détacher, tombant en douces ondulations sur ses épaules. À 8 heures précises, la sonnette retentit. Delphine, qui avait insisté pour rester jusqu'à Saï. L'arrivée d'Henri poussa un petit cri d'excitation. « Il est ponctuel, c'est déjà bon signe !» Mathilde respira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. « Je ne peux pas faire ça, Delph. Je vais appeler et annuler. »« N'y pense même pas. » Delphine la poussa vers la porte. « Vas-y et profite de la soirée. Tu le mérites. » Les mains tremblantes, Mathilde ouvrit la porte. Henri était là, encore plus séduisant qu'elle ne s'en souvenait, portant un pantalon foncé et une chemise blanche impeccable sans cravate. Il semblait plus détendu que la veille, plus accessible d'une certaine manière. « Bonsoir, Mathilde, » dit-il, ses yeux la parcourant avec appréciation. « Vous êtes éblouissante. »« Merci, » répondit-elle, se sentant étrangement timide. « Vous êtes très élégant aussi. » Delphine s'éclaircit la gorge derrière elle, lui rappelant sa présence. « Ah, voici mon amie Delphine », présenta rapidement Mathilde. Henri sourit, tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Delphine. »« Tout le plaisir est pour moi, » répondit Delphine, avec un sourire que Mathilde connaissait bien. C'était son sourire de « Je vais extraire toutes les informations possibles. Prenez soin de mon amie, monsieur Deschamps. Elle est spéciale. » « J'en suis certain, » répondit-il, le ton sincère surprenant Mathilde. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Henri. » Le restaurant qu'Henri avait choisi se trouvait dans un endroit isolé de Montmartre, avec vue sur toute la ville. C'était un lieu petit et discret, avec seulement quelques tables disposées dans un jardin illuminé par des lumières douces. La cuisine était une fusion de gastronomie française et méditerranéenne, avec des plats que Mathilde n'avait jamais goûtés auparavant. La conversation coula avec une facilité surprenante. Ils parlèrent d'art, de littérature, de voyage, découvrant des goûts communs, et étant respectueusement en désaccord sur d'autres sujets. Il n'y avait pas la tension que Mathilde anticipait, ni de tentative de l'impressionner avec des histoires de réussite ou des démonstrations de richesse. « Comment avez-vous commencé dans le monde de l'art ?» demanda Henri, tandis qu'il savourait le dessert, une délicate mousse de fruits de la passion avec un coulis de fruits rouges. Mathilde sourit, se souvenant. « Ma grand-mère était professeure d'histoire de l'art. Elle m'emmenait dans des musées depuis que j'étais petite. Je me souviens que je restais des heures à regarder une seule peinture, imaginant l'histoire derrière elle, qui était l'artiste, ce qu'il ressentait quand il l'a créée. Et elle est toujours en vie, votre grand-mère ?» La question, posée avec un intérêt sincère, toucha Mathilde. « Non, elle est partie quand j'avais 16 ans. C'était difficile. Nous étions très proches. » Henri acquiesça, compréhensif. « J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. Cancer. C'est ce qui m'a motivé à créer ma première entreprise, une plateforme de télémédecine pour les communautés sans accès à des spécialistes. »« Je ne savais pas cela, » dit Mathilde, surprise. « Dans les interviews, vous parlez toujours de l'application financière. Parce que c'est ce qui a rapporté le plus d'argent, expliqua-t-il avec un sourire ironique. L'histoire du garçon motivé par la perte de son père ne vend pas autant que celle du génie financier
qui a révolutionné le marché. Il y avait une amertume dans sa voix que Mathilde n'attendait pas. « Vous n'aimez pas la célébrité, n'est-ce pas ?» Henri considéra la question un moment. « Ce n'est pas la célébrité en soi qui me dérange, c'est ce qui vient avec les attentes, les suppositions, les personnes qui s'approchent par intérêt. Après un certain temps, vous commencez à douter de tout et de tous. Y compris de moi ?» demanda Mathilde avant de pouvoir se retenir. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table. « Particulièrement de vous, » répondit-il, la surprenant. « Parce que vous m'intéressez d'une façon que je ne peux pas expliquer, et cela me fait peur. » Cette confession si ouverte et vulnérable laissa Mathilde sans voix. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement. Le silence chargé d'une tension qui allait au-delà du physique. C'était une reconnaissance mutuelle d'âme qui, d'une certaine manière, se comprenait. Le moment fut brisé par le téléphone d'Henri qui vibra avec insistance sur la table. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Je dois répondre, c'est mon assistante. Ce doit être important à cette heure. » Tandis qu'il s'éloignait pour parler au téléphone, Mathilde respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. La soirée prenait une tournure qu'elle n'avait pas prévue. Henri Deschamps n'était pas ce qu'elle attendait. Ce n'était pas le playboy arrogant des magazines de potins, mais un homme complexe, avec des insécurités et des peurs semblables, aux siennes. Quand il revint, il y avait une expression tendue sur son visage. « Je suis désolé, Mathilde, mais un problème est survenu avec l'une de mes affaires en Asie. Je dois passer quelques appels. »« C'est bon, » répondit-elle, essayant de cacher sa déception. « Nous pouvons partir. »« Je ne veux pas gâcher notre soirée, » dit-il, semblant véritablement contrarié. « Cela vous dérangerait-il que nous continuions dans mon appartement ? Je promets que ce sera juste le temps de résoudre cela. Ensuite, je pourrai vous raccompagner chez vous. » L'invitation prit Mathilde par surprise. Aller à l'appartement d'Henri signifiait entrer dans son monde privé, un pas qu'elle n'était pas sûre d'être prête à franchir. D'un autre côté, la soirée se passait si bien et elle ne voulait pas qu'elle se termine ainsi. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Résolvez ce que vous devez résoudre. » L'appartement d'Henri se trouvait au dernier étage d'un immeuble élégant à Saint-Germain-des-Prés, avec vue sur la Seine. Il était étonnamment accueillant pour la résidence d'un milliardaire, spacieux et luxueux, oui, mais décoré avec des pièces qui dénotèrent de la personnalité et du goût, pas seulement du statut. Les murs présentaient une impressionnante collection d'art contemporain français, comprenant quelques artistes, que Mathilde reconnut immédiatement. « Faites comme chez vous, » dit Henri, indiquant le salon. « Je vais passer ces appels dans mon bureau. Cela ne devrait pas prendre plus d'une demi-heure. » Quand il sortit, Mathilde parcourut la pièce, examinant les œuvres d'art avec un intérêt professionnel. Il y avait des pièces d'artistes consacrés comme Nicolas de Staël et Pierre Soulages, mais aussi de talents émergents des banlieues de Paris et Lyon. Pendant qu'elle attendait le retour d'Henri, Mathilde continua d'explorer l'appartement, observant les détails qui révélaient des aspects de la personnalité de son propriétaire qui n'apparaissaient pas dans les magazines d'affaires. Une bibliothèque remplie de livres attira son attention. Œuvres de philosophie, d'histoire et de littérature classique, beaucoup avec des marque-pages et des annotations dans les marges, signes de lecture fréquente et attentive. Sur une table latérale, elle trouva quelques photographies encadrées. L'une d'elles montrait un jeune Henri aux côtés d'un homme d'âge moyen, tous deux souriant devant un petit bâtiment commercial. Était-ce son père avant la maladie? Il y avait une lueur d'admiration et de respect dans les yeux du jeune homme qui contrastait avec l'expression plus prudente et réservée de l'Henri qu'elle connaissait. Son regard s'arrêta sur une photo particulièrement intrigante. Henri, au milieu d'un groupe d'enfants dans une banlieue, tous portant des t-shirts d'un projet social. Son sourire sur cette photo était différent, ouvert, authentique, sans le poids qu'il semblait porter maintenant. C'était à la Courneuve, il y a 5 ans. La voix d'Henri vint de derrière elle, la surprenant. « Désolé, je ne voulais... c'est pas vous effrayer. » Mathilde remit la photo sur la table, un peu embarrassée d'avoir été prise en train de fouiner. « Je ne savais pas que vous travailliez avec des projets sociaux. Je maintiens quelques programmes éducatifs dans des quartiers défavorisés, » expliqua-t-il s'approchant. « Je préfère ne pas le divulguer. Quand vous mettez votre nom sur quelque chose comme ça, les gens commencent à questionner vos motivations. »« Et quelles sont vos motivations ?» demanda Mathilde véritablement curieuse. «
Henri sourit, un sourire mélancolique qui n'atteignit pas complètement ses yeux. J'ai grandi à Montreuil, dans la banlieue parisienne. Je n'étais pas riche, mais nous avions suffisamment. Mon père était commerçant, il avait une petite quincaillerie. Quand il est tombé malade, nous avons tout perdu avec les traitements. J'avais une bourse dans un bon lycée privé, et les parents de mes camarades ont beaucoup aidé. Je n'ai jamais oublié cela. Cette révélation surprit Mathilde. L'histoire publique d'Henri Deschamps parlait d'un jeune prodige de classe moyenne qui avait construit son empire à partir de zéro, mais ne mentionnait pas ses difficultés personnelles. « Avez-vous résolu votre problème d'affaires » demanda-t-elle, changeant de sujet en percevant qu'il semblait mal à l'aise avec la direction de la conversation. « Pour l'instant, » répondit Henri, passant la main dans ses cheveux dans un geste de fatigue. « Les investisseurs s'effraient facilement quand le marché fluctue. Une partie de mon travail consiste à les calmer. » Il fit une pause, la regardant intensément. « Mais je ne veux pas parler d'affaires maintenant. J'aimerais que vous me parliez davantage de vous, Mathilde. » Ils s'assirent sur le canapé, à une distance respectueuse l'un de l'autre. Henri servit 2 verres de vin rouge, un Malbec argentin que Mathilde accepta après une brève hésitation. « Que voulez-vous savoir ?» demanda-t-elle, se sentant étrangement vulnérable sous son regard attentif. « Tout, » répondit-il simplement. « Ce qui vous rend heureuse, ce qui vous attriste, ce qui vous tient éveillé la nuit. Qui est Mathilde Leroy au-delà de la conservatrice? D'art? » La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Comment expliquer qui elle était sans révéler ce qui la définissait, ou du moins ce qu'elle croyait qui la définissait aux yeux des autres? « Je ne suis pas une personne très intéressante, » commença-t-elle, fixant son regard sur le verre de vin. « J'ai grandi à Vincennes, fille unique. Ma mère est professeure de français au lycée. Mon père nous a quittés quand j'avais 7. Tiens, alors nous avons été élevés par ma grand-mère, celle dont je vous ai parlé, la professeure d'histoire de l'art. Et ce dont vous ne parlez pas aux gens ?» demanda Henri doucement, comme s'il devinait qu'il y avait plus, beaucoup plus derrière cette histoire apparemment commune. Mathilde déglutit, sentant son cœur s'accélérer. Pourquoi envisageait-elle de s'ouvrir à cet homme qu'elle connaissait? À peine. Quelque chose dans l'atmosphère de la soirée, dans l'intimité du moment, dans les confessions qu'il avait déjà faites, la poussait à une honnêteté qu'elle se permettait rarement. « Je » commença-t-elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle prit une gorgée de vin, cherchant du courage. « Les gens font toujours des suppositions à mon sujet, que je suis réservé, que je suis antipathique, que je suis... je ne sais pas, réprimé d'une certaine façon. Et vous ne l'êtes pas ?» demanda Henri sans jugement dans la voix. « Je suis réservé, oui, mais ce n'est pas par arrogance ou froideur, c'est que... » Elle fit une pause, respirant profondément. C'est difficile de se connecter avec les gens quand on se sent si différent d'eux. Différent comment? Le moment de vérité était arrivé. Mathilde pourrait changer de sujet, pourrait donner une réponse évasive, pourrait inventer une excuse et partir. Mais quelque chose en elle avait besoin de dire, besoin de partager le poids qu'elle portait. Je n'ai jamais... Sa voix faiblit. Elle prit une autre gorgée de vin et essaya à nouveau. Je n'ai jamais été avec personne, intimement je veux dire. Les mots flottèrent dans l'air entre eux. Mathilde garda les yeux fixés sur son verre, incapable d'affronter ce qu'elle imaginait être choc, pitié ou peut-être même amusement sur le visage d'Henri. « Vous me dites que vous êtes vierge ?» demanda-t-il finalement, sa voix étonnamment neutre. Mathilde acquiesça toujours sans le regarder. 25 ans. Ridicule, n'est-ce pas? Pourquoi serait-ce ridicule? La question la fit lever les yeux. Il n'y avait pas de moquerie, sur son visage, seulement une curiosité sincère. « Parce que nous vivons en 2025 à Paris, pas dans un village médiéval, » répondit-elle avec un rire sans humour. « Parce que mes amis ont perdu leur virginité à 16, 17 ans. Parce que la société s'attend à ce que les gens aient des expériences, qu'ils profitent de la vie. Parce que quand vous arrivez à mon âge sans avoir fait ça, les gens supposent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et pourquoi avez-vous attendu ?» La question était directe, mais posée avec une telle gentillesse que Mathilde ne se sentit pas jugée. Au début, c'était simplement parce que la bonne personne ne s'est pas présentée. Ensuite, c'est devenu un choix. Et puis, elle haussa les épaules, cherchant ses mots. Alors c'est devenu quelque chose de plus grand que moi. Plus le temps passait, plus cela semblait effrayant. Pas seulement l'acte lui-même,
mais tout ce qui va avec, la vulnérabilité, les attentes, la peur de décevoir, d'être déçu. Henri resta silencieux un moment, comme s'il traitait ses paroles. Puis, il posa son verre sur la table, basse, et dit quelque chose que Mathilde n'aurait jamais espéré entendre. « Je comprends parfaitement. » Elle le dévisagea, sceptique. « Comment pourriez-vous comprendre ?» Parce que j'avais 30 ans lors de ma première expérience sexuelle. Cette révélation frappa Mathilde comme un éclair. Henri Deschamps, le playboy milliardaire, l'homme que les magazines décrivaient comme un séducteur invétéré, vierge à 30 ans. « Ce n'est pas possible, » dit-elle, incapable de cacher son incrédulité. « Vous êtes un homme comme n'importe quel autre, » compléta-t-il, avec un sourire triste, avec des insécurités, des peurs, des complexes. La différence est que j'ai l'argent et le pouvoir pour mieux les cacher. Il se leva marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la Seine, maintenant une masse sombre ponctuée par les lumières des bateaux au loin. Quand il reprit la parole, sa voix portait une vulnérabilité que Mathilde n'aurait jamais imaginé exister en lui. Quand mon père est tombé malade, j'ai assumé la responsabilité de la famille. Je travaillais la journée, étudiais le soir, prenais soin de lui les week-ends. Il n'y avait pas de temps pour les relations. Après son départ, je me suis plongé dans le travail comme une façon de gérer la douleur. J'ai créé ma première entreprise à 22 ans, la seconde à 25 ans. À 28 ans, j'étais déjà millionnaire, mais je n'avais aucune idée de comment me rapporter aux gens, surtout aux femmes. Il revint s'asseoir, cette fois plus près d'elle. Les gens voient ce qu'ils veulent te voir, Mathilde. Ils voient l'argent, le pouvoir, le succès. Ils ne voient pas le garçon effrayé de Montreuil qui ne sait pas comment se connecter, qui a peur d'être aimé seulement pour ce qu'il possède, pas pour ce qu'il est. « Qu'est-ce qui a changé à 30 ans ?» demanda-t-elle, captivée par son histoire. Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres d'Henri. « J'ai rencontré une femme, une architecte qui travaillait sur le projet de mon premier siège social. Elle n'était pas impressionnée par mon argent, pas intimidée par ma position. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un voyait l'homme au-delà de l'entrepreneur. Vous êtes restés ensemble ? Pendant 2 ans. Ce furent les meilleurs de ma vie jusqu'alors. Mais elle voulait une vie normale, des enfants, du temps ensemble, des week-ends en famille. J'étais en train de construire un empire, voyageant constamment, toujours disponible pour mes affaires, jamais pour elle. Il y avait une tristesse profonde dans ses yeux en racontant cette partie de l'histoire. Nous nous sommes séparés en 1976, bon terme. Elle a épousé un professeur d'université, a 2 enfants. Elle semble heureuse sur les photos que je vois occasionnellement sur les réseaux sociaux. J'ai continué, concentré sur la construction de plus en plus, comme si cela pouvait combler le vide. « Et ça a fonctionné ?» demanda Mathilde doucement. Henri la regarda directement dans les yeux. « Qu'en pensez-vous » La réponse n'était pas nécessaire. La solitude qu'elle avait perçue en lui depuis leur première rencontre parlait d'elle-même. Après, elle, continua-t-il, il y a eu d'autres femmes, certaines intéressées par mon argent, d'autres par le statut d'être avec Henri Deschamps, peu intéressées à connaître l'homme derrière le nom. « Est-ce pour cela que vous vous intéressez à moi ?» demanda Mathilde, l'insécurité transparaissant dans sa voix. « Parce que je ne suis pas facilement impressionnée. Je m'intéresse à vous parce que quand je regarde dans vos yeux, je vois quelqu'un qui comprend ce que c'est de se sentir déplacé dans un monde où tout le monde semble savoir exactement qui ils sont et ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui valorise l'authenticité au-dessus des apparences. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en Mathilde, une vérité qu'elle admettait à peine à elle-même. La sensation de ne pas appartenir, d'être toujours un pas, hors de synchro avec le reste du monde. « Vous n'avez jamais raconté cela à personne ?» demanda-t-elle, encore en train d'assimiler sa révélation. « À peu de personnes, » admit Henri. « C'est le genre d'histoire qui ne correspond pas à l'image que j'ai construite ou qu'on a construite pour moi. Les magazines préfèrent me dépeindre comme un playboy invétéré. Ça vend mieux. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé d'une nouvelle compréhension mutuelle. Mathilde sentit que quelque chose avait changé entre eux. Une barrière invisible était tombée, permettant une proximité qui allait au-delà du physique. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit-elle finalement, avec un petit sourire. « J'ai passé tant de temps à me sentir comme une anomalie, comme si j'étais la seule personne au monde à vivre cela.
Et maintenant? Et maintenant vous avez découvert que vous n'êtes pas seul, compléta Henri, lui rendant son sourire. La semaine suivante, Mathilde et Henri commencèrent à se voir régulièrement, toujours loin des yeux curieux de la société parisienne. Dîner dans des restaurants discrets, promenades sur les quais de Seine à l'aube, quand peu de gens y circulaient encore, visites à des galeries d'art moins connues, où ils pouvaient passer inaperçus. À chaque rencontre, ils partageaient davantage leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Henri raconta la pression constante de maintenir son empire sur les rails, les nuits d'insomnie à s'inquiéter pour les milliers d'employés qui dépendaient de ses décisions. Mathilde parla de ses rêves de diriger un jour son propre espace culturel, de la relation compliquée avec sa mère, qui, bien qu'aimante, n'avait jamais complètement compris ses choix. Un dimanche pluvieux, ils décidèrent de rester dans l'appartement de Mathilde, un endroit petit mais accueillant à Montparnasse, décoré avec des affiches d'expositions célèbres et des étagères débordant de livres sur l'art. Henri, habillé décontracté en jeans et t-shirt, une vision qui surprenait encore Mathilde, habituée à le voir en costumes impeccables, l'aidait à préparer un risotto simple dans la cuisine étroite. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» demanda-t-elle, l'observant manipuler les ingrédients avec la précision d'un chef professionnel. « YouTube », répondit-il avec un sourire timide. « Quand vous vivez seul et ne voulez pas dépendre de la livraison tous les soirs, vous apprenez ? Quelques trucs. » La domesticité de la scène toucha Mathilde d'une façon inattendue. C'était comme entrevoir une vie alternative, une où Henri n'était pas le puissant homme d'affaires des couvertures de magazines, mais simplement un homme ordinaire préparant le dîner du dimanche avec sa... Quoi? Petite amie? Amis? Ils n'avaient pas encore défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, bien que l'intimité émotionnelle croissante entre eux suggérait quelque chose bien au-delà de l'amitié. Pendant qu'Henri terminait le risotto, Mathilde alla dans la chambre chercher un pull, car la pluie avait apporté une humidité froide dans l'appartement. En ouvrant le tiroir de sa commode, elle trouva un petit carnet relié en cuir qu'elle n'avait pas vu depuis des années, le journal de Gabrielle, son ancienne colocataire à l'université. Gabrielle avait été une présence marquante dans sa vie universitaire, intelligente, vivace, apparemment confiante en tout ce qu'elle faisait. Quand elle avait obtenu son diplôme, 1 an avant Mathilde, elle avait laissé derrière elle quelques affaires, y compris ce journal que, pour une raison quelconque, Mathilde n'avait jamais eu le courage de lui rendre ou de jeter. Assise au bord du lit, Mathilde tenait le petit journal entre ses mains, sentant le poids des souvenirs qu'il contenait. Elle ne l'avait jamais lu, respectant l'intimité de Gabrielle, mais quelque chose en ce moment, peut-être la vulnérabilité qu'elle avait ressentie en s'ouvrant à Henri, peut-être le besoin de savoir qu'elle n'était pas seule dans ses insécurités, la poussait à l'ouvrir. « Mathilde, le risotto est presque prêt », appela Henri depuis la cuisine. « J'arrive », répondit-elle, remettant le journal dans le tiroir. Ce n'était pas le bon moment. Pendant le dîner, ils partagèrent des histoires légères d'enfance, rirent d'expériences embarrassantes, discutèrent de films et de livres. La pluie tombait doucement dehors, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Henri parla de ses plans pour étendre les projets sociaux à d'autres communautés, tandis que Mathilde évoquait une exposition d'artistes autochtones contemporains qu'elle organisait. Quand ils eurent fini de manger, ils s'assirent sur le petit canapé du salon, Mathilde avec les jambes repliées sous elle, Henri avec le bras étendu sur le dossier, presque mais pas tout à fait touchant les épaules de Mathilde. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il après un moment de silence confortable. « Après tout ce que nous avons déjà partagé, je pense que oui, » répondit Mathilde avec un sourire timide. « Qu'est-ce que vous regardiez dans la chambre? Vous sembliez perdu dans vos pensées quand vous êtes revenu. » La question l'a pris par surprise. Il était observateur, elle devait l'admettre. « J'ai trouvé le journal d'une ancienne camarade d'université, » répondit-elle, ne voyant pas l'intérêt de cacher cela. « Gabrielle. Elle l'a laissé derrière elle quand elle a obtenu son diplôme et je ne l'ai jamais rendu. Vous n'avez jamais été curieuse de le lire ?» Mathilde hésita. « Si, bien sûr, mais cela semblait incorrect, une invasion de vie privée. » « Et maintenant ?»« Maintenant. » Elle respira profondément. « Maintenant, je me demande si le trouver justement aujourd'hui n'était pas une sorte de signe. »
Gabrielle a toujours semblé si sûre d'elle, si à l'aise dans le monde. Exactement l'opposé de comment je me sentais. Peut-être y a-t-il quelque chose dans son journal qui pourrait m'aider à comprendre tout cela. Henri acquiesça, compréhensif. Parfois, les personnes qui semblent les plus sûres sont celles qui portent les plus grandes insécurités. Comme vous, observa Mathilde avec un petit sourire. Comme nous deux, corrigea-t-il gentiment. Ils restèrent silencieux. Un moment, le son de la pluie remplissant l'espace entre eux. Puis, sur une impulsion, Mathilde se leva. « Je vais le chercher. Lisons-le ensemble. » Quand elle revint avec le journal, elle s'assit plus près d'Henri, leurs épaules se touchant légèrement. Elle ouvrit le carnet avec soin, les pages jaunies, par le temps révélant une calligraphie délicate et élaborée. « 15 mars 2020, commença-t-elle à lire à haute voix. « Encore un jour, encore une fête, encore un garçon ivre essayant de m'impressionner avec des histoires sur sa voiture ou son appartement. Je souris, feins l'intérêt, attends le bon moment pour m'échapper. Personne ne comprendrait si je disais la vérité, que j'ai 23 ans et n'ai jamais été avec personne. Que la simple pensée me terrifie, que je préfère inventer des histoires sur des ex-petits amis inexistants plutôt qu'admettre mon inexpérience totale. Dis, Fonte, j'ai peur. Peur de ne pas savoir quoi faire, peur d'être jugée, peur de me donner à quelqu'un et de découvrir que je ne suis pas suffisante. » Mathilde arrêta de lire, sentant un nœud dans sa gorge. Les mots de Gabrielle auraient pu être écrits par elle-même, la même angoisse, les mêmes craintes, la même sensation d'inadéquation dans un monde qui valorisait l'expérience par-dessus tout. Continuez, encouragea Henri doucement, plaçant une main sur la sienne. Tournant la page, Mathilde continua. « 2 avril 2020, j'ai rencontré quelqu'un, Daniel, différent des autres. Il n'essaie pas de m'impressionner, ne joue pas à des jeux. Nous avons parlé pendant des heures de livres, de films, de rêves. Pour la première fois, je sens que je peux être moi-même avec quelqu'un, que je peux peut-être dire la vérité. » Les entrées suivantes détaillaient le développement de la relation entre Gabrielle et Daniel. Les premiers rendez-vous, les conversations profondes, la peur constante qu'il découvre son secret et la rejette. Puis une entrée particulièrement émouvante. 10 juin 2020. J'ai dit à Daniel ce soir, à propos de n'avoir jamais été avec personne, de ma peur, de mon insécurité. Je m'attendais à voir de la déception, peut-être, même du mépris dans ses yeux. Au lieu de cela, j'ai vu de la compréhension. Il m'a prise dans ses bras, m'a dit que rien de tout cela n'importait, qu'il m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais fait ou pas fait. J'ai pleuré dans ses bras, non de tristesse, mais de soulagement, de gratitude pour avoir enfin trouvé quelqu'un qui me voit vraiment, et qui me veut quand même. Mathilde sentit des larmes dans ses propres yeux en lisant ces mots. La page suivante avait été arrachée, et les entrées suivantes sautaient à août de cette année-là. Le ton avait changé. Il y avait une nouvelle confiance dans l'écriture de Gabrielle, une sérénité qui n'était pas présente auparavant. 25 août 2020. 6 mois avec Daniel aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé que ce pourrait être ainsi, être aimé, désiré, accepté complètement. L'intimité que nous partageons va bien au-delà du physique. C'est une connexion que je n'ai jamais pensé possible. Je regarde la fille effrayée que j'étais et je la reconnais à peine. Toute cette peur, toute cette angoisse, pourquoi? Ce que j'ai découvert, c'est que l'important n'est pas l'expérience elle-même, mais avec qui vous la partagez. Avec la bonne personne, même le toucher le plus inexpérimenté devient parfait. Mathilde ferma le journal, incapable de continuer à lire. Les mots de Gabrielle avaient touché quelque chose de profond en elle, un espoir qu'elle se permettait à peine de ressentir, un désir de ce type d'acceptation inconditionnelle. Elle a trouvé quelqu'un, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Henri. Quelqu'un qui l'a acceptée telle qu'elle était. Tout comme vous avez trouvé, répondit Henri, sa voix à peine plus qu'un murmure. Leurs regards se rencontrèrent, et à ce moment, quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, une promesse non verbalisée. Henri leva la main lentement, touchant le visage de Mathilde avec une délicatesse presque révérencieuse. Elle ferma les yeux, sentant la chaleur de ses doigts contre sa peau, le cœur battant fort dans sa poitrine. Quand il se pencha pour l'embrasser, il n'y avait pas d'anxiété ni de peur, seulement la certitude que, comme Gabrielle l'avait écrit,
Avec la bonne personne, tout devenait parfait. Le baiser fut doux, hésitant au début, puis plus profond, plus urgent. Mathilde se sentit fondre contre lui, toutes les barrières qu'elle avait construites au fil des ans s'effondrant d'un simple toucher. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Henri appuya son front contre le sien. « Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas, murmura-t-il. Nous pouvons y aller à votre rythme, sans pression, sans attente. »« Je sais, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et c'est pourquoi je vous fais confiance. » Cette nuit marqua le début de quelque chose de nouveau entre eux, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Dans les jours et les semaines qui suivirent, leur relation s'approfondit, grandissant en confiance et en intimité. Henri se montra patient et compréhensif, respectant toujours les limites de Mathilde, ne la précipitant ou la pressant jamais. Pour Mathilde, c'était comme découvrir un nouveau monde, pas seulement le monde du plaisir physique, qui vint graduellement, à mesure qu'elle se sentait plus à l'aise d'explorer cet aspect d'elle-même, mais le monde de la véritable connexion émotionnelle, d'être acceptée et aimée exactement comme elle était. 2 semaines après la nuit du journal, Mathilde décida qu'il était temps d'affronter un autre défi, dire la vérité à sa mère. Elle organisa un déjeuner dominical dans le petit appartement de Versailles où Marguerite Leroy vivait seule, depuis que Mathilde était partie pour l'université. « Tu sembles différente », observa Marguerite, en mettant la table pour le déjeuner. À 55 ans, c'était encore une belle femme, avec les mêmes yeux vert-brun que sa fille et des cheveux gris coupés en un carré élégant. Plus légère d'une certaine façon. Mathilde sourit, aidant sa mère avec les assiettes. « Je me sens différente, maman. J'ai rencontré quelqu'un. » Marguerite haussa les sourcils, surprise. « Un homme, c'est une nouveauté. Tu ne parles jamais de ta vie amoureuse. »« Parce que je n'en ai jamais eu une, » répondit Mathilde, décidant d'être complètement honnête. « Jusqu'à maintenant. » Elles s'assirent à table, l'arôme du bœuf bourguignon, le déjeuner dominical traditionnel de la famille, remplissant la petite cuisine. Mathilde joua avec la nourriture dans son assiette, rassemblant son courage pour la conversation qu'elle devait avoir. « Maman, je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire avant. » Marguerite posa sa fourchette, son expression soudainement sérieuse. « Qu'y a-t-il, ma fille? Tu me fais peur. »« Ce n'est rien de grave, » s'empressa de dire Mathilde. « C'est juste que, eh bien, jusqu'à ce que je rencontre Henri, je n'avais jamais été avec personne, intimement, je veux dire. » La confession flotta dans l'air entre elles. Marguerite resta silencieuse un moment traitant l'information, puis, à la surprise de Mathilde, elle commença à rire. « Maman, ce n'est pas drôle, » protesta Mathilde, sentant son visage brûler de honte. « Je ne ris pas de toi, ma fille, » répondit Marguerite, essuyant une larme de rire du coin de l'œil. « Je ris de l'ironie de la situation. Toutes ces années, tu as gardé ce secret avec peur de mon jugement, alors qu'en réalité... » « En réalité quoi ?» Marguerite respira profondément, un sourire mélancolique remplaçant le rire. « Quand ? En réalité, j'ai vécu la même chose. J'avais 26 ans quand j'ai rencontré ton père. Et oui, il était le premier. » Mathilde regarda sa mère, bouche bée. « Tu ne m'as jamais dit ça. Tu n'as jamais demandé, » répondit Marguerite simplement. « Et pour être honnête, ce n'était pas non plus quelque chose dont je me sentais à l'aise de discuter. J'ai grandi à une époque différente, avec des valeurs différentes. Mes parents, tes grands-parents, étaient des personnes conservatrices. Mais tu as toujours semblé si moderne. Tu m'as toujours donné de la liberté. Tu ne m'as jamais fait pression sur ces choses. Précisément parce que je sais ce que c'est de se sentir pressé, expliqua Marguerite, tendant la main par-dessus la table pour toucher celle de sa fille. Quand j'étais jeune, mes amis avaient déjà des expériences dont je n'osais même pas rêver. Je me sentais comme une étrangère, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, parce que je voulais attendre la bonne personne. « Comment as-tu rencontré papa ?» demanda Mathilde, réalisant que, malgré les années de vie commune, il y avait beaucoup qu'elle ne savait pas sur l'histoire de ses parents. Un sourire nostalgique illumina le visage de Marguerite. À la faculté de lettres, il était ce genre de garçon tranquille, toujours un livre à la main. Il n'était pas le plus beau ni le plus populaire, mais il avait une sensibilité, une profondeur qui m'a immédiatement attiré. « Et tu lui as dit, sur le fait de n'avoir jamais été avec personne avant ?» « Je l'ai fait, durant notre 3e,
Semaine ensemble. J'étais terrifiée, certaine qu'il rirait de moi ou perdrait tout intérêt. Au lieu de cela, il a avoué qu'il était aussi inexpérimenté, qu'il attendait aussi quelqu'un de spécial. La révélation frappa Mathilde comme un coup de foudre. Ses parents, qui avaient toujours semblé si différents l'un de l'autre, sa mère pratique et affirmée, son père, rêveur et distrait, avaient partagé cette connexion profonde, cette vulnérabilité mutuelle. Pourquoi nous a-t-il quittés? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Le doute qui hantait Mathilde depuis ses 7 ans quand elle s'était réveillée un matin pour découvrir que son père était parti. Marguerite soupira, la douleur encore visible dans ses yeux même après tant d'années. Ton père était un homme compliqué, Mathilde. Il souffrait de dépression sévère, quelque chose qu'il a essayé de te cacher. Les bons jours, il était aimant, créatif, plein de vie. Les mauvais jours, il arrivait à peine à sortir du lit. Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. Quand il est parti, ce n'était pas parce qu'il ne nous aimait pas. C'était parce qu'il croyait que nous serions mieux sans lui, sans les hauts et les bas, sans l'instabilité. As-tu de ses nouvelles? Occasionnellement. Il vit au Portugal maintenant, enseigne dans une université. Il semble plus stable, avec le traitement adéquat. Marguerite serra la main de sa fille. Il demande de tes nouvelles, tu sais? Il a toujours voulu savoir comment tu allais, ce que tu faisais. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant? Demanda Mathilde, sentant un mélange confus d'émotions. Chagrin pour l'abandon, soulagement de savoir qu'elle n'avait pas été oubliée, colère d'avoir été gardée dans l'ignorance pendant si longtemps. Parce que c'était compliqué. Ma fille, tu étais jeune, tu étais blessée. J'ai pensé que ce serait plus facile si tu avançais simplement, sans porter le poids de ses problèmes. Elles restèrent silencieuses un moment, la nourriture refroidissant dans les assiettes. Oubliée. Puis Marguerite sourit, essayant d'alléger l'ambiance. Mais nous parlions de toi et de ce Henri. Qui est-il? Comment vous êtes-vous rencontrés? Mathilde sentit une rougeur monter dans son cou. C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps, répondit Marguerite, se servant plus de limonade. Commence par le début. Et ainsi, pour la première fois depuis longtemps, mère et fille parlèrent ouvertement, sans secret ni demi-vérité entre elles. Mathilde raconta la rencontre au centre culturel, le gala de bienfaisance, les conversations profondes et les insécurités partagées. Elle parla du journal de Gabriel et de la connexion qu'elle ressentait avec Henri. Pas seulement physique, mais spirituelle, comme si leurs âmes se reconnaissaient à un niveau qui transcendait le mondain. Au fur et à mesure que les mois passaient, la relation entre Mathilde et Henri s'épanouissait, nourrie par la compréhension mutuelle et la vulnérabilité partagée. Ce qui avait commencé comme une connexion basée sur des secrets et des insécurités communes s'était transformé en quelque chose de profond et authentique, un amour construit sur des fondements d'honnêteté et d'acceptation. Naturellement, dans une ville comme Paris, où les murs ont des oreilles et les yeux sont partout, il était impossible de maintenir une relation totalement privée, surtout quand l'un des impliqués était l'un des hommes les plus riches et connus du pays. Bientôt, les magazines de potins commencèrent à annoncer la romance entre le milliardaire de la technologie et la mystérieuse conservatrice d'art. Henri Deschamps échange les mannequins pour une intellectuelle, disait la manchette, d'un magazine numérique populaire. Des sources proches affirment que l'entrepreneur est complètement amoureux de la conservatrice Mathilde Leroy, du Centre culturel de la Banque de France. L'exposition publique était quelque chose avec laquelle Mathilde luttait encore pour s'habituer. Les regards curieux quand elle entrait dans des restaurants avec Henri, les flashs occasionnels des photographes qui les attendaient à la sortie d'événements, les commentaires sur les réseaux sociaux spéculant sur la nature de leur relation, tout cela la rendait profondément mal à l'aise. « Je déteste ça », confessa-t-elle un soir, alors qu'il dînait dans son appartement, loin des regards indiscrets. « J'ai l'impression que ma vie privée ne m'appartient plus, comme si chaque aspect de notre relation était une propriété publique. » Henri acquiesça, compréhensif. C'est le prix de la notoriété. Malheureusement, cela fait partie du package. Quand on entretient une relation avec quelqu'un comme moi, ce n'est pas juste pour toi non plus, observa Mathilde, touchant sa main sur la table. La façon dont il te dépeigne comme un playboy qui a finalement posé ses valises. Personne ne connaît l'homme que je connais. Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres d'Henri.
C'est peut-être mieux ainsi. L'image publique sert comme une sorte de bouclier, gardant le vrai moi protégé. La conversation éveilla quelque chose en Mathilde, une pensée qui grandissait en elle ces dernières semaines. « Henri, as-tu déjà envisagé d'utiliser ta plateforme, ton influence, pour parler de... et bien des choses dont nous avons discuté, des pressions sociales, des attentes irréalistes, de la sensation d'inadéquation que tant de personnes ressentent. » Il la regarda surpris. « Tu veux dire rendre publique mon histoire ? Parler ouvertement. D'avoir été vierge jusqu'à 30 ans. Pas nécessairement aussi personnel, clarifia-t-elle rapidement. Mais peut-être créer une sorte d'initiative, quelque chose qui aide les jeunes qui se sentent comme nous nous sommes sentis, déplacés, différents, pressés de s'adapter à des moules qui n'ont pas été faits pour eux. » L'idée flotta, entre eux un moment vibrante de possibilités. Henri la considéra sérieusement, ses yeux distants comme il l'était toujours quand il traitait un nouveau concept. « Une fondation, dit-il finalement. Nous pourrions créer une fondation dédiée à la promotion de l'estime de soi, de l'acceptation personnelle, du respect des choix individuels. Quelque chose qui aille au-delà des discours motivationnels vides et aborde les vraies questions que les jeunes affrontent. » Son enthousiasme était contagieux. Mathilde sentit son propre cœur s'accélérer avec les possibilités. Nous pourrions travailler avec des écoles, des universités, des quartiers défavorisés, créer des espaces sûrs où les jeunes peuvent discuter de leurs insécurités sans peur de jugement. Utiliser l'art comme outil d'expression et de guérison, ajouta Henri, connaissant la passion de Mathilde pour son travail. Expositions, ateliers créatifs, interventions urbaines qui défient les normes sociales et célèbrent la diversité des expériences. Cette nuit-là, entre verres de vin et idées enthousiastes, naquit le projet qui transformerait non seulement leur vie, mais potentiellement les vies de milliers de jeunes Français. La Fondation Nouveaux Horizons commença comme un rêve partagé. Une vision d'un monde où personne n'aurait besoin de se sentir inadéquat pour ne pas suivre les chemins conventionnels. Dans les semaines suivantes, Mathilde et Henri se consacrèrent à la planification de la Fondation. Henri utilisa ses contacts dans le monde des affaires pour garantir un soutien financier et logistique, tandis que Mathilde se concentra sur le développement des programmes éducatifs et culturels. Ensemble, ils formèrent une équipe multidisciplinaire de psychologues, éducateurs, artistes et assistants sociaux engagés dans la mission de la Fondation. Le siège fut établi dans un ancien hôtel particulier dans le quartier du Marais, avec vue sur la Seine. Le bâtiment historique, restauré avec soin pour préserver son architecture originale, tout en offrant des installations modernes, deviendrait un symbole de la philosophie de la Fondation. Honorer le passé tout en regardant vers l'avenir, maintenir ce qui fonctionne et transformer ce qui a besoin d'être changé. Cependant, tout ne fut pas rose dans le développement du projet. À mesure que la nouvelle sur la Fondation se répandait, des critiques surgissaient de secteurs plus conservateurs de la société. Certains questionnaient la nécessité d'une telle initiative, argumentant qu'elle encouragerait les jeunes à rejeter les valeurs traditionnelles. D'autres spéculaient sur les vraies motivations derrière le projet, insinuant que ce serait juste une stratégie de marketing pour améliorer l'image publique d'Henri. « Nous ne devrions pas nous soucier de ce qu'ils disent », insistait Mathilde, bien que les critiques la blessent profondément. « Nous savons pourquoi nous faisons cela. Le problème est que nous avons besoin du soutien public pour que la Fondation ait la portée que nous souhaitons, » répondit Henri, pragmatique comme toujours. « Nous ne pouvons pas simplement ignorer l'opinion publique. » Ce fut durant cette période turbulente que Delphine, l'amie de longue date de Mathilde, prouva sa valeur une fois de plus. Journaliste respectée dans l'un des plus grands portails d'information du pays, elle proposa une série de reportages sur la Fondation, présentant les objectifs réels du projet et donnant voix aux jeunes qui pourraient bénéficier de ces initiatives. « J'aurais besoin d'une interview exclusive avec vous deux, » dit Delphine lors d'une réunion dans l'appartement de Mathilde. « Quelque chose de personnel, qui montre au public ce qui a vraiment motivé la création de la Fondation. » Mathilde et Henri échangèrent des regards inquiets. Une interview signifierait ouvrir leur vie personnelle à l'examen public, exposer des vulnérabilités qu'ils n'avaient départagées qu'entre eux. « Vous n'avez pas besoin de tout dire, » assura Delphine, percevant leur hésitation. «
Mais vous devez montrer de l'authenticité. Les gens sentent quand quelque chose est authentique. Après beaucoup de délibérations, ils acceptèrent l'interview établissant des limites claires sur ce qu'ils seraient disposés à discuter. La conversation avec Delphine eut lieu au futur siège de la Fondation, encore en travaux, symbolisant le travail en cours qui était non seulement l'espace physique, mais aussi le voyage personnel des deux. « Qu'est-ce qui a motivé la création de la Fondation Nouveaux Horizons ?» demanda Delphine, enregistreur allumé, bloc-notes prêt. Mathilde respira profondément, cherchant les mots justes. Tant Henri que moi connaissons le poids des attentes sociales. Nous avons grandi en croyant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous, parce que nous ne suivions pas le scénario que la société avait écrit pour nous. Nous avons découvert, à travers notre propre voyage, que beaucoup des insécurités que nous portons sont des produits d'un système qui valorise la conformité au-dessus de l'authenticité, compléta Henri, sa voix ferme mais douce. La Fondation est née de notre volonté de créer des espaces où les jeunes peuvent se sentir acceptés tels qu'ils sont, où ils peuvent explorer leurs identités sans peur de jugement. Et comment comptez-vous faire cela en pratique ? Continua Delphine. À travers des programmes éducatifs qui abordent des thèmes comme l'estime de soi, le consentement, le respect des différences, expliqua Mathilde. Des ateliers d'art comme outil d'expression personnelle, des groupes de soutien facilités par des psychologues, des campagnes de sensibilisation qui défient les stéréotypes nocifs. Nous développons également des partenariats avec des écoles publiques et des organisations communautaires, ajouta Henri. Nous voulons que la Fondation soit accessible à tous, pas seulement à ceux qui peuvent payer pour des services de soutien psychologique ou éducatif. L'interview continua pendant presque 2 heures, avec Delphine posant des questions perspicaces qui permettaient à Mathilde et Henri de partager leur vision sans exposer des détails trop intimes de leur vie personnelle. À la fin, tous deux sentirent qu'ils avaient réussi à communiquer l'essence de la Fondation, non comme une institution de charité née de la culpabilité ou du désir de promotion personnelle, mais comme un projet authentique, enraciné dans des expériences vécues. La série de reportages de Delphine fut publiée la semaine suivante, générant une vague de soutien public qui surprit même les plus optimistes. Des jeunes de tout le pays commencèrent à prendre contact, partageant leurs propres histoires d'insécurité et d'inadéquation, exprimant leur gratitude pour l'initiative et s'offrant comme volontaires. Des entreprises qui avaient initialement hésité à associer leur marque à la Fondation cherchèrent maintenant des partenariats, reconnaissant le potentiel d'impact social du projet. Cependant, toutes les réponses ne furent pas positives. L'exposition publique apporta avec elle un nouveau niveau d'examen pour la relation de Mathilde et Henri. Camille Vasseur, l'ex-liaison d'Henri que Mathilde avait rencontré au gala de bienfaisance, accorda une interview explosive à un magazine de célébrités, affirmant que l'entrepreneur utilisait Mathilde dans le cadre d'une stratégie pour nettoyer son image. « Je connais Henri depuis des années », déclara Camille dans l'interview. « Il a toujours préféré des femmes expérimentées, sophistiquées. Cet intérêt soudain pour une intellectuelle réservée est clairement calculé pour changer son image publique de playboy en philanthrope responsable. » Ces paroles blessèrent Mathilde plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Bien qu'elle sache qu'elles étaient fausses, elles alimentaient ses insécurités les plus profondes, la peur de ne pas être suffisante, d'être juste une phase dans la vie d'Henri, qu'il finirait par se lasser de son inexpérience et chercherait quelqu'un de plus compatible avec son style de vie. « N'y prête pas attention », conseilla Henri quand il vit Mathilde lire l'interview sur sa tablette. « Camille a toujours été rancunière parce que je n'ai jamais voulu quelque chose de sérieux avec elle. » « Et si elle avait raison ?» demanda Mathilde, sa voix petite. « Et si un jour tu te rends compte que tu as besoin de quelqu'un de plus comme elle ?» Henri prit son visage entre ses mains, ses yeux fixés dans les siens. « Mathilde, ce que nous avons va bien au-delà du physique. J'ai trouvé en toi quelque chose que j'ai cherché toute ma vie, une acceptation authentique, une compréhension véritable. Tu me vois comme je suis vraiment, pas comme le monde me voit ou comme il voudrait que je sois. » Ces paroles calmèrent les insécurités immédiates. Mais Mathilde savait que le voyage vers la confiance en soi était long et plein, de hauts et de bas. C'était exactement pour cela que la Fondation était si importante, parce que ses peurs, ses doutes étaient universels, et tout le monde méritait des outils pour les gérer.
L'inauguration officielle de la Fondation Nouveaux Horizons fut fixée pour mars de l'année suivante, coïncidant délibérément avec le début de l'année scolaire. Alors que la date approchait, Mathilde partagea son temps entre son travail au centre culturel, qui incluait maintenant le commissariat d'une exposition sur l'art comme forme de résistance aux pressions sociales, et les préparatifs finaux pour le lancement de la Fondation. Henri, quant à lui, faisait face à des pressions croissantes dans ses affaires. L'économie mondiale traversait des turbulences, et certains investisseurs remettaient en question son dévouement aux entreprises maintenant qu'il était impliqué dans la Fondation et dans une relation sérieuse. « Il pense que j'ai perdu ma concentration », se plaignit-il un soir après une réunion particulièrement tendue avec le conseil d'administration de son entreprise principale. Comme si être un dirigeant accompli signifiait ne pas avoir de vie au-delà des affaires. C'est la même mentalité toxique que nous essayons de combattre avec la Fondation, observa Mathilde, massant ses épaules tendues. L'idée que nous sommes définis par une seule facette de nos vies, notre travail, notre sexualité, notre statut. Exactement, convint Henri, inclinant la tête en arrière pour la regarder. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que cela fonctionne, Mathilde. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui se sentent piégés dans des cases que la société a créées pour eux. La détermination renouvelée les propulsa à travers les dernières semaines de préparation. L'hôtel particulier du Marais fut transformé. Salle de réunion accueillante, studio d'art équipé de matériaux divers, une bibliothèque spécialisée dans des œuvres sur le développement personnel et l'acceptation, un auditorium pour des conférences et des ateliers, et même un café géré par des jeunes de quartiers défavorisés, offrant une formation professionnelle en plus de boissons et d'encas délicieux. Une semaine avant l'inauguration, Mathilde reçut un appel inattendu. C'était sa mère, Marguerite, la voix débordant d'émotion. « Ma fille, tu ne vas pas le croire. J'ai reçu un email de ton père. Il a vu les reportages sur la Fondation et veut être présent à l'inauguration. Il revient en France après toutes ces années. » La nouvelle du retour de son père laissa Mathilde en état de choc. Pendant presque 20 ans, Édouard Leroy n'avait été guère plus qu'un souvenir lointain, une absence qui avait façonné sa vie autant que n'importe quelle présence. Et maintenant, motivé par la fondation qu'elle et Henri avaient créée, il revenait. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda Henri cette nuit-là, alors qu'il marchait le long de la Seine, le soleil se couchant à l'horizon dans une explosion d'orange et de pourpre. Mathilde soupira, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable humide du bord de l'eau. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut le voir, comprendre pourquoi il est parti, qui il est devenu. Une autre partie a peur, peur d'être déçue, peur de découvrir que je ne suis pas importante pour lui. »« Compréhensible, » dit Henri, serrant doucement sa main. « Mais peut-être que c'est une opportunité de guérison, pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille. Et s'il n'aime pas qui je suis devenu ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, révélant une insécurité profonde que même Henri ne connaissait pas complètement. Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face, ses mains tenant fermement ses épaules. « Mathilde, tu es une femme extraordinaire, intelligente, compatissante, authentique. S'il ne peut pas voir cela, la perte est la sienne, pas la tienne. » Les mots d'Henri, si sûrs et sincères, calmèrent le tourbillon d'émotions en elle. Une fois de plus, Mathilde s'émerveilla de la façon dont il arrivait à l'ancrer, comment sa présence rendait les défis plus gérables. Les jours qui précédèrent l'inauguration passèrent dans un flou d'activités frénétiques. Les derniers détails étaient finalisés, les invitations confirmées, la presse coordonnée. Mathilde et Henri avaient à peine le temps de respirer, encore moins de traiter l'imminente retrouvaille avec Édouard. La veille du grand jour, Marguerite appela pour informer qu'Édouard était arrivé à Paris et était logé dans un hôtel à Neuilly-sur-Seine. « Il a demandé s'il pouvait te voir avant l'inauguration, » dit-elle, la voix tendue. « Il a dit qu'il comprendrait si tu ne voulais pas. » Mathilde hésita, le cœur battant fort. « Je crois que j'ai besoin de le faire, » répondit-elle finalement. « J'ai besoin de le voir seul, avant qu'il ne devienne une partie de ce moment si important. » Ils convinrent de se rencontrer dans un café discret à Montparnasse, territoire neutre pour les deux. Quand Mathilde arriva, ponctuellement à 10 heures du matin, Édouard était déjà là, assis à une table dans le coin,
une tasse de café, intacte devant lui. Elle le reconnut immédiatement, malgré les 2 décennies de séparation. Les cheveux étaient maintenant complètement gris, des lignes profondes marquèrent son visage, mais les yeux, ces mêmes yeux marrons qu'elle voyait tous les matins dans le miroir, restaient inchangés. « Mathilde, dit-il, se levant quand il la vit. Sa voix trembla légèrement, chargée d'émotion. « Tu es magnifique. » Ils restèrent debout un moment, séparés par plus que juste la table entre eux. Puis, dans une impulsion qui les surprit tous les deux, Mathilde fit le tour et l'étreignit. Le geste ne signifiait pas un pardon complet ou l'oubli, mais reconnaissait son humanité, la complexité de la situation qui les avait séparés. « Merci d'avoir accepté de me voir, » dit Édouard quand ils s'assirent finalement. « Je ne t'aurais pas blâmé si tu avais refusé. Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» demanda Mathilde allant droit au but. « Après tant d'années ?» Édouard respira profondément, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. « Quand j'ai vu les reportages sur la Fondation, sur le travail que tu fais pour aider les jeunes, à s'accepter, à surmonter les pressions sociales, c'était comme si quelque chose avait fait clic en moi. J'ai réalisé que d'une certaine façon, tu avais transformé ta douleur, dont une partie que j'ai causée, en quelque chose de positif, quelque chose de plus grand que toi-même. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café avant de continuer. Et j'ai réalisé qu'il était temps de faire de même, d'affronter mes erreurs, d'essayer de réparer ce qui peut l'être. « Que t'a dit ma mère ?» demanda Mathilde. « À propos de moi, de la Fondation, l'essentiel. Que tu travailles dans l'art, que tu as rencontré un entrepreneur nommé Henri, qu'ensemble vous créez un espace pour les jeunes qui se sentent déplacés. » Il sourit légèrement. « Elle a mentionné que tu sembles heureuse, vraiment heureuse, pour la première fois depuis longtemps. » Mathilde acquiesça, sentant une vague inattendue de gratitude envers sa mère, qui avait partagé suffisamment pour contextualiser Édouard, mais avait laissé son histoire personnelle à raconter avec ses propres mots, si elle le souhaitait. « La Fondation est née d'expériences personnelles, » expliqua-t-elle, choisissant soigneusement ce qu'elle révélerait. « Tant les miennes que celles d'Henri. Nous connaissons tous deux le poids de ne pas s'intégrer, de porter des secrets par peur du jugement. Je connais bien ce poids, » admit Édouard, ses yeux soudainement humides. « La dépression que j'ai cachée pendant des années, que j'ai essayé de noyer dans le travail, l'alcool, n'importe quoi qui puisse faire taire l'obscurité en moi, qui m'a finalement convaincu que vous seriez mieux sans moi. » Sa franchise toucha quelque chose en Mathilde. Pendant des années, elle avait imaginé cette rencontre, construit dans son esprit les accusations qu'elle ferait, les questions difficiles qu'elle poserait. Mais assise là, face à cet homme qui portait ses propres cicatrices, ses propres batailles, la colère qu'elle pensait ressentir céda la place à une compréhension plus complexe. « Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, confessa-t-elle, que tu étais partie parce que je n'étais pas suffisante, pas digne d'amour. Non, la voix d'Édouard se brisa. Ce n'était jamais ça, Mathilde. Je t'aimais, je t'aime plus que je ne pourrais jamais exprimer. C'était mon propre sentiment d'inadéquation, ma propre honte pour la maladie que je ne comprenais pas, qui m'a fait partir. » Ils parlèrent pendant presque 2 heures, naviguant à travers 2 décennies d'absence, reconstruisant le pont entre père et fille, non avec des excuses vides ou des promesses grandioses, mais avec de petites vérités partagées, des reconnaissances mutuelles de douleur et de résilience. Quand ils se dirent finalement au revoir, avec la promesse de se revoir à l'inauguration, Mathilde se sentait étrangement légère. La rencontre n'avait pas effacé le passé, mais avait ouvert une porte vers un futur où l'absence de son père ne serait plus le trou noir autour duquel sa vie orbitait. Le grand jour arriva enfin. L'hôtel particulier du Marais était méconnaissable, des bannières colorées décoraient la façade historique, des panneaux explicatifs sur les programmes de la Fondation occupaient le jardin, et une petite scène avait été montée pour les discours d'ouverture. Des centaines d'invités remplissèrent l'espace, des représentants d'entreprises partenaires, des personnalités publiques qui avaient soutenu l'initiative, des éducateurs intéressés à mettre en œuvre les programmes dans leurs écoles. Et plus important, des dizaines de jeunes qui avaient pris contact après les reportages, impatients de participer aux premières activités de la Fondation. Mathilde, vêtue d'une robe bleue, simple mais élégante, se tenait aux côtés d'Henri,
dans la petite loge improvisée, où ils attendaient le moment de monter sur scène. Par la fenêtre, ils pouvaient voir la foule grandir, le bourdonnement d'expectatives remplissant l'air. « Tu es nerveuse ?» demanda Henri, ajustant sa cravate. « Un peu, » admit-elle, « mais c'est une bonne nervosité, comme si nous étions sur le point de donner naissance à quelque chose qui a grandi en nous depuis si longtemps. » Il sourit, l'embrassant doucement. « C'est exactement comme je me sens. » Un léger coup à la porte interrompit le moment. C'était Delphine, resplendissante dans un ensemble rouge, un badge de presse pendu à son cou. « Vous ?»« C'est de près, star. Le public est impatient. » Mathilde respira profondément, arrangeant ses cheveux une dernière fois. Prêt. En sortant dans le jardin, la première personne que Mathilde vit fut sa mère, élégante dans une robe fleurie, conversant avec animation avec une jeune volontaire. À côté d'elle, paraissant un peu déplacé mais déterminé à être présent, se tenait Édouard. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, un sourire encourageant qui en disait plus que n'importe quel mot. Le maître de cérémonie, un présentateur de télévision connu qui s'était offert pour conduire l'événement, gratuitement, monta sur scène pour commencer l'inauguration. Après une brève introduction sur l'importance d'initiatives qui promeuvent la santé mentale et le bien-être des jeunes, il appela Mathilde et Henri. Les applaudissements étaient assourdissants. Main dans la main, ils montèrent sur scène, momentanément aveuglés par les flashs des caméras. Henri, habitué au projecteur, prit la parole en premier. « Bonjour à tous, c'est avec une immense fierté et émotion que nous inaugurons aujourd'hui la Fondation Nouveaux Horizons. » Sa voix amplifiée par les haut-parleurs résonna dans le jardin. Ce projet est né d'une conviction profonde, celle que tous méritent de se sentir acceptés et valorisés pour qui ils sont réellement, pas pour qui la société s'attend à ce qu'ils soient. Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Mathilde. Beaucoup d'entre vous connaissent l'entrepreneur Henri Deschamps, ou pensent le connaître, l'homme sur les couvertures des magazines, dans les galas, sur les listes des plus riches. Ce que peu savent, c'est que derrière cette image publique, il y a un homme qui, comme tant d'entre vous, s'est déjà senti inadéquat, différent, pressé d'être quelque chose qu'il n'était pas. Un murmure parcourut l'assistance. Henri allait au-delà du script qu'ils avaient préparé, partageant plus de son histoire personnelle qu'il n'avait prévu. Pendant des années, j'ai porté le poids de secrets et d'insécurité, convaincu qu'il y aurait rejet si les gens savaient qui j'étais vraiment. Il a fallu que je rencontre quelqu'un de spécial. Il regarda directement Mathilde, pour comprendre que notre vulnérabilité n'est pas notre faiblesse, mais notre plus grande force. Il passa le microphone à Mathilde, qui l'accepta avec des mains légèrement tremblantes. Elle trouva les yeux de sa mère dans la foule, puis ceux d'Édouard et finalement ceux de Delphine, qui fit un signe d'encouragement. Tout comme Henri, j'ai grandi en sentant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, commença-t-elle, sa voix gagnant en fermeté à mesure qu'elle parlait. Que mes choix, mes valeurs, mon rythme de vie étaient d'une certaine façon inadéquats pour le monde dans lequel nous vivons. Je me sentais constamment jugé pour ne pas suivre le même chemin que mes pères, pour valoriser des choses différentes, pour établir mes propres limites. Elle respira profondément, rassemblant son courage pour les prochains mots. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il n'y avait rien de mal chez moi, que les insécurités que je portais étaient des reflets des attentes irréalistes que la société impose, particulièrement aux jeunes. Des attentes sur comment nous devrions nous comporter, comment nous devrions nous rapporter, combien expérimentés nous devrions être. Elle vit certaines têtes acquiescer dans l'assistance, des jeunes qui s'identifiaient clairement à ses paroles. La Fondation Nouveaux Horizons naît de cette compréhension. Nous voulons créer un espace où les jeunes peuvent explorer qui ils sont vraiment, sans le poids de ces attentes, où ils peuvent apprendre que leur valeur ne réside pas dans combien d'expériences ils ont accumulées, mais dans l'authenticité avec laquelle ils vivent leur vie. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux, sincères. Mathilde sentit Henri serrer sa main, une vague de fierté et d'amour émanant de lui. Ensemble, ils remercièrent tous ceux qui avaient rendu le projet possible. Les partenaires, les volontaires, l'équipe multidisciplinaire, les premiers jeunes qui leur avaient fait suffisamment confiance pour partager leurs histoires. Après, les discours vinrent le moment symbolique de couper le ruban qui inaugurait officiellement la Fondation.
Henri insista pour que Mathilde fasse les honneurs, mais elle secoua la tête. « Ensemble », dit-elle, assez fort pour que lui seul entende. « Nous avons commencé cela ensemble, nous le réaliserons ensemble. » Avec les ciseaux dorés dans les mains, ils coupèrent le ruban bleu qui symbolisait non seulement l'ouverture d'un espace physique, mais le début d'un voyage partagé, un voyage de transformation, tant personnel que collectif. La célébration qui suivit fut animée et émouvante. Les invités exploraient les installations, les jeunes s'inscrivaient aux premiers ateliers, les journalistes posaient des questions sur les prochaines étapes de la fondation. Au milieu de la foule, Mathilde vit sa mère discuter avec Édouard, un sourire prudent mais authentique sur son visage. Certaines blessures ne cicatriseraient jamais complètement, mais il y avait de l'espace pour un nouveau type de relation, basé non sur ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre dans le passé, mais sur ce qu'ils pourraient être à l'avenir. Des heures plus tard, quand la majorité des invités étaient déjà partis et que seule l'équipe la plus proche restait, Henri attira Mathilde dans un coin tranquille du jardin. La nuit était tombée, et des lumières décoratives entre les arbres créaient une atmosphère presque magique. « Es-tu heureuse » demanda-t-il, ses yeux brillants à la douce lumière. Mathilde considéra la question un moment. Le bonheur, lui, avait toujours semblé un concept insaisissable, quelque chose que d'autres personnes expérimentaient, mais qui d'une certaine façon passait à côté de sa propre vie. Mais maintenant, regardant l'homme devant elle, la fondation qu'ils avaient créée ensemble, la famille qui se reconstruisait lentement, la personne qu'elle devenait, plus forte, plus sûre, plus authentique, elle réalisa que oui, elle était heureuse. Pas le bonheur éphémère des films romantiques, mais quelque chose de plus profond et durable. « Je le suis », répondit-elle simplement, « plus que je n'aurais jamais imaginé possible. » Henri sourit, ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur, et s'agenouilla sur l'herbe devant elle. De sa poche, il sortit une petite boîte de velours bleu. « Mathilde Leroy, dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Ces derniers mois, tu m'as appris plus sur le courage, l'authenticité et l'amour véritable que je n'en ai appris durant toute ma vie. Ensemble, nous avons transformé nos insécurités en force, nos différences en notre plus grand avantage. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate avec un unique saphir bleu. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. À nous, à la fondation, à tout ce que nous avons construit ensemble. Mais je sais que je veux le découvrir à tes côtés. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Les larmes que Mathilde avait contenues toute la journée, larmes d'émotion pour l'inauguration, pour les retrouvailles avec son père, pour le voyage qui l'avait amené jusqu'ici, débordèrent finalement. Pendant un moment, elle resta sans voix, une émotion si intense la prenant qu'elle pouvait à peine respirer. « Oui », répondit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Oui, Henri, 1000 fois oui. » Il plaça la bague à son doigt, se levant pour l'embrasser sous le ciel étoilé de Paris. À ce moment, tous deux savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Pas seulement l'un l'autre, mais des versions d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles. Des versions qui embrassaient leur vulnérabilité, qui transformaient leurs insécurités en force, qui comprenaient que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans combien d'expériences elle a accumulées, mais dans l'authenticité avec laquelle elle vit chaque moment. La fondation Nouveaux Horizons ne serait que le début. Ensemble, Mathilde et Henri continueraient à élargir leurs horizons, à défier les attentes, à montrer qu'il y a une infinité de façons d'être humain, d'aimer, de créer du sens. Et dans le processus, ils inspireraient d'autres à faire de même, à embrasser leur vérité, à vivre authentiquement, à transformer leurs propres insécurités en un héritage d'acceptation et d'amour. Tandis qu'ils marchaient main dans la main de retour à la fête, pour partager la nouvelle avec leurs proches, Mathilde réfléchit au voyage qui l'avait amenée jusqu'ici. De la jeune femme insécure qui se cachait derrière des livres d'art et évitait les connexions par peur du rejet, à la femme confiante qui affrontait maintenant l'avenir non avec peur mais avec anticipation. Une transformation qui prouvait que, parfois, nos plus grandes insécurités peuvent devenir nos plus grandes forces, quand nous trouvons le courage de les embrasser, et quand nous trouvons quelqu'un qui nous aime non malgré elle, mais à cause d'elle. Plus vous commentez et partagez